Je vous partage une petite actualité, c'est par ça que va commencer l'enregistrement. C'est qu'on organise des ateliers d'automne la semaine prochaine, le 22 mai, dans 14 villes différentes, que je vais citer maintenant et je mettrai ensuite le lien d'inscription. Si jamais vous êtes intéressé ou si jamais des proches autour de vous sont intéressés pour tester l'atelier, le découvrir, découvrir aussi cette dernière version qui intègre la théorie du donut. Les 14 villes sont Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Nantes, Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Grenoble, Strasbourg, Rennes et Vernon. Voilà, je vous envoie le lien d'inscription et bon webinaire à tous et toutes. Du coup, Céline, je te propose sans transition de te présenter rapidement et puis de nous parler d'entreprise régénérative et de principes du vivant. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Nickel. Ok, super. Bon, alors moi je suis Céline, je travaille chez AXA Climate et je suis directrice de la Butterfly School aujourd'hui. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail, pas très longtemps. Pour revenir sur mon parcours très rapidement, moi je viens d'un monde de grandes entreprises. J'ai travaillé pendant 6 ans chez Procter Gamble, j'ai travaillé pendant 12 ans chez Red Bull comme directrice marketing en France, en Espagne. Donc il y a 5 ans, avec une petite dissonance cognitive, j'ai quitté ce monde-là pour me former aux enjeux écologiques principalement, qui était ce qui m'intéressait au départ. J'ai fait la lab session de l'Institut des futurs souhaitables et ensuite j'ai monté une boîte autour de l'éducation des adolescents. L'objectif, c'était d'emmener les ados dans les comex d'entreprise pour leur faire jouer le rôle de consultant des générations futures. Et donc, l'idée de travailler autour de l'éducation, surtout sur des sujets qui sont liés à l'environnement, a germé avec une envie d'avoir une aventure un peu plus collective. Et donc, je suis arrivée chez AXA Climate il y a un peu plus d'1 an. Et je vais vous raconter un peu ce qu'est la Butterfly School, mais avant tout, je voulais vous faire une petite introduction. Parce que quand Alexis m'a demandé de venir ici et que je me suis renseignée sur les collectifs et sur vous tous, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a tous en commun? Et je pense que ce qu'on a tous en commun, c'est cette force activatrice qu'on a à l'intérieur de nous, qui est une volonté, une conviction qu'il faut vraiment changer les choses, et parfois aussi une impuissance face à une inertie dans nos entreprises. Ça vient de l'intérieur, c'est individuel, c'est viscéral, on l'a tous. Et en face de nous, on a une force contraignante, qui est évidemment le business as usual, mais c'est aussi cette inertie, tout simplement, le fait que ça nous arrive de passer pour des rêveurs, des idéalistes, des gens complètement hors sol. Donc moi, mon objectif ici avec vous, c'est de vous parler des principes du vivant, de l'entreprise régénérative, mais c'est aussi de vous expliquer comment, par des exemples concrets, par quelques instruments, on peut essayer d'utiliser cette approche régénérative pour montrer qu'il y a un vrai changement de regard qui est possible, qui est désirable, puis qui est réaliste. Et l'idée, c'est aussi quelque part de ramener de l'intérêt, de la joie, du partage dans l'entreprise, parce que ça peut proposer une autre forme de récit, plus connecté au vivant, de façon concrète, et puis qui change un peu des feuilles de route CSRD, et puis des trucs qui coûtent un peu le cafard aujourd'hui. Donc, quelque part, 40 minutes, je crois que c'est à peu près ce que je vais essayer de respecter. C'est en même temps très court pour vous raconter tout ce que j'ai raconté, et en même temps super long pour un 19h, 20h, un lundi soir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous exprimer dans le chat. Si à un moment, ça va trop vite, ça va pas assez vite, que vous avez besoin que je Plutôt développe, message trop tard. on va essayer de faire en sorte d'être attentif au chat. Comme ça, si vous vous ennuyez à crever, vous le dites. Et moi, j'essaierai d'être attentive à ça et de le rendre un peu plus dynamique. Et puis, le deuxième avertissement avant de commencer, c'était pour vous dire que les exemples d'entreprises que je vais prendre pour illustrer ces principes du vivant, l'objectif, c'est de rendre concrètes les applications de ces principes. Ce sont vraiment des illustrations pour ancrer. Donc, ça ne signifie pas que les entreprises que je vais citer, elles sont toutes exemplaires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont arrivées au bout de la route, pas du tout. Et puis, par ailleurs, il y a certains des cas que je vais citer que je connais très bien et d'autres un peu moins. Donc, je ne pourrais peut-être pas répondre à 100% de vos questions. Je pense que c'est important de le préciser en introduction. Est-ce que, a priori, c'est bon pour tout le monde si on démarre avec ces principes-là? Ça vous va? Super. Donc aujourd'hui, on va parler principe du vivant, mais avant que je rentre dans les détails de ces principes, il y a une petite introduction à faire parce que c'est pas sûr que le concept de régénératif soit très intuitif pour tout le monde. C'est quelque chose de relativement nouveau. C'est notre communauté à la Butterfly School. Et donc, aujourd'hui, il y a plein, je ne vais pas arriver là-dessus tout de suite. Aujourd'hui, il y a plein de définitions qui circulent sur l'entreprise régénérative. Vous allez avoir la possibilité de considérer que c'est une entreprise qui cherche déjà à se poser des questions sur les pressions qu'elle exerce. Et elle questionne son impact sur les limites planétaires, sur les enjeux sociaux.
Il y a aussi une définition qui consiste à dire que c'est une entreprise qui dépasse la simple réduction des impacts négatifs pour s'engager vers la génération d'impacts positifs nets. C'est aussi une entreprise qui augmente l'autonomisation de ses parties prenantes, qui crée avec elles des relations qui ont un vrai bénéfice mutuel, qui va au-delà d'une logique transactionnelle. En fait, il y a plein de définitions possibles. Nous, il y en a une qu'on utilise principalement, c'est qu'une entreprise régénérative se conçoit, s'organise et opère comme un système vivant dans le cadre des limites planétaires et des planchers sociaux. En gros, c'est une entreprise qui s'inspire du vivant pour faire basculer son modèle économique et sa culture. Donc, en gros, si j'essaye de me centrer Tu le veux, le marre, du coup? sur la formation Butterfly, attendez, juste vous passez le prochain slide, voilà. On a une approche qui propose de repenser l'entreprise donc comme un système vivant. Et ça, forcément dans un écosystème collaboratif. Notre idée, et c'est pas simple, hein, évidemment, c'est de repenser les paradigmes du capitalisme, pour faire simple, pour proposer des modèles économiques qui sont plus innovants, qui sont plus vertueux. Et le business régénératif, qu'est-ce qu'il fait? Il explore les liens de l'entreprise avec ses parties prenantes et surtout, il va essayer de reconnaître la singularité de chacune de ses parties prenantes pour exploiter son plein potentiel. Alors là, je suis en train de vous sortir des tas de mots un peu difficiles à digérer, c'est normal. On plante le décor, mais après, l'idée, c'est qu'on rentre vraiment dans un détail fort, et vraiment dans le concret. Accrochez-vous 2 minutes et tout va bien se passer. Il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est un peu des principes de base. Et les principes de base, c'est que quand on parle du régénératif, il y a toujours une triple approche à avoir. Il y a une approche business, parce que l'objectif de tout ça, in fine, c'est de transformer les modèles économiques. Et pour ça, il faut commencer à montrer des modèles économiques qui sont nouveaux, qui sont viables, qui sont vertueux, et les documenter et raconter ces histoires. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, elle est vraiment culturelle. C'est déconstruire la logique du toujours plus, changer le regard qu'on porte sur l'entreprise. L'objectif, ça va être vraiment sortir du pilote automatique. Il y a tellement de choses qu'au quotidien, autour du volumique, de la performance qu'on fait sans plus jamais se poser de questions. En fait, le fait de se dire, je peux me permettre de questionner tous ces principes de base, tous ces paradigmes, c'est fascinant jusqu'où ça peut nous emmener. Et la troisième branche de cette approche, c'est le territoire. C'est reconnaître qu'une entreprise, n'importe quel type d'organisation, est ancrée dans un territoire et que ça implique une singularité. Qu'être dans un territoire, ça implique forcément des différences par rapport à un autre territoire. Et c'est rendre hommage, repartir de cette intégration dans un lieu qui va nous permettre d'activer tous les instruments que vous allez voir. Alors, ça, je vais passer très vite. Je voulais juste vous parler, ça, c'est les six instruments qu'on va avoir dans notre formation, où on va parler de l'ambition régénérative. Pour certains, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait la CEC, par exemple, c'est poser cette question sous l'angle régénératif de quelle est la raison d'être de mon entreprise, vers quoi est-ce que je me dirige. Et puis, on a plein d'autres outils. La boussole du vivant, je vais vous en parler principalement pendant cette heure. Je voulais m'arrêter 2 secondes sur cette histoire de paire de lunettes. Qu'est-ce qu'on a appelé paire de lunettes? Eh ben, c'est simplement le fait qu'on pense que c'est important de prendre de la distance et d'avoir une vision plus large, notamment des parties prenantes. Quand on travaille avec une entreprise, se dire, est-ce que l'entreprise elle a conscience qu'elle appartient à un réseau dynamique de relations directes, indirectes, avec de beaucoup plus nombreuses parties prenantes que ce qu'elle croit? Est-ce qu'elle accorde la même importance à ces parties prenantes non humaines et humaines? Alors, autour de la table, on va évidemment voir nos clients, voir nos actionnaires, voir nos fournisseurs, mais est-ce qu'on pense à toute la partie, par exemple, les ONG qui vont représenter les droits de ce qu'on peut être amené à détruire avec notre activité? Et en fait, identifier des parties prenantes qui n'entraient pas dans l'équation à l'origine, c'est la base de la réflexion. Et vous allez, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour que ce soit plus clair. Mais ce dont on va se rendre compte, c'est que ces parties prenantes, elles ont souvent des intérêts contradictoires. Et que l'idée, c'est pas seulement d'arriver à concilier dans le sens trouver un compromis, c'est-à-dire bon, bah, chacun fait des compromis et puis on trouve quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. L'idée, ça va être vraiment d'arriver à faire converger en intérêt pour atteindre un potentiel un peu plus intéressant.
Donc, je vais vous donner un exemple pour commencer, qui est un exemple que nous a donné une des participantes de Butterfly pendant que on discutait de la façon dont on observe les parties prenantes. Donc, il s'agit d'un projet de centrale photovoltaïque sur un territoire qui est très rural. Donc, imaginez, il y a une centrale photovoltaïque qui veut s'intégrer sur ce territoire rural et il y a très peu de sites qui sont éligibles, qui sont artificialisés ou qui sont dégradés pour pouvoir installer la centrale. Et donc, il y a une parcelle agricole qui est identifiée pour installer la centrale. Elle n'est plus exploitée parce qu'en fait, le successeur de l'exploitant qui est parti à la retraite n'a pas du tout voulu la récupérer parce que la profondeur de sol est super faible, le sol est trop calcaire, il a été épuisé, bref. Le problème, c'est que la Chambre d'agriculture s'oppose fermement à ce que l'agrivoltaïque soit installée à cet endroit-là parce que c'est une parcelle qui certes est détériorée, mais c'est une parcelle agricole. Et la Chambre d'agriculture, elle a le devoir de protéger le territoire contre la récupération de ces terres agricoles. Donc, vous avez ces deux forces, la centrale, qui est une force activatrice qui veut installer son usine, et puis l'opposition de la Chambre d'agriculture. Et le projet est bloqué à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on s'est recentré sur le potentiel de cette parcelle, c'est là que ça a commencé à se débloquer. La question, ça a été comment est-ce qu'on peut remettre cette parcelle en exploitation? Donc, vous avez un bureau d'études spécialisé en régénération des sols qui a analysé la parcelle et ils ont proposé des scénarios. Notamment, on va faire plusieurs années de culture d'engrais verts avec des cycles longs, des cycles courts, pour ramener du carbone, de l'azote, on va décompacter les sols. L'idée, c'était de ramener la vie. Mais c'était évidemment très coûteux et très long. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en observant les parties prenantes, on n'avait pas au début dans le projet pris en compte l'exploitant. Et quand on parle d'observer les parties prenantes, c'est pas seulement se dire qui est-ce qui rentre en compte dans mon projet, c'est aussi de se dire il faut que j'aille bien au-delà d'une logique purement transactionnelle pour comprendre mes parties prenantes. L'exploitant, aujourd'hui, il ne veut pas exploiter cette parcelle. Mais pourquoi? Donc, si on s'arrête et qu'on lui demande vraiment, en fait, lui, il dit revitaliser ce terrain pour qu'il soit exploitable pour faire du maraîchage, comme ce que je fais sur le reste de mon terrain, franchement, c'est trop cher. Et puis moi, j'ai pas besoin de plus de terrain. J'ai juste ce qu'il faut pour exploiter ça. Mais en revanche, en discutant avec lui, ils se sont rendus compte, les gens de la centrale, qu'il y avait un besoin qui était que lui, il voulait diversifier son activité pour la sécuriser. Mais en même temps, il ne veut pas diversifier n'importe comment parce qu'il n'a pas le temps de se former à des nouvelles techniques. Et en grattant encore un peu plus, on se rend compte que ses parents étaient des éleveurs au vin et qu'il y a une tradition familiale et qu'il commence à avoir quand même, il a un certain nombre de connaissances sur ce sujet. Et donc, il y a une option qui commence à se dessiner qui est de mettre en place une prairie pour installer à terme un atelier au vin sous l'anovoltaïque. Et les revenus générés par la vente d'électricité vont servir à financer la remise en état de la parcelle, pour permettre son exploitation. Et donc, tous ensemble, ils retournent voir la Chambre d'agriculture. Et cette tierce personne qui a été non identifiée au départ, qu'est l'exploitant, tire un bénéfice. Tout le monde, en fait, en tire un bénéfice. Et tout à coup, la logique passe de la concurrence à la coopération et le projet voit le jour. Donc, c'est une introduction peut-être un petit peu longue, mais pour vous faire comprendre que ça, c'est le point de départ de tout. Regardez la singularité de ce territoire, essayer d'ouvrir à des parties prenantes auxquelles on n'avait pas pensé et avancer dans une logique non transactionnelle avec eux, beaucoup plus profonde. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Bon, je prends votre silence assourdissant. J'ai mis un pouce, moi. Alors, si on parle des principes du vivant, donc maintenant qu'on rentre là-dedans. Donc, l'école Butterfly, elle propose un ensemble de 9 principes du vivant. Ils ont été sélectionnés quand on a conçu le cours sur la base de l'observation de plein de théories sur la question. Vous allez retrouver les 6 principes de l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy, les 11 principes de l'entreprise régénérative de Lumia. Il y a beaucoup de principes autour du biomimétisme qui ont été formulés par Tariq Chakchak de l'Institut des futurs souhaitables, le CBIOS, bref. Il y a plein d'inspirations différentes. L'idée, c'était de sélectionner ceux qui sont un peu communs à la majorité de ces théories et dont l'application dans le contexte de l'entreprise semble intéressante, cohérente, et qui permettent aussi d'identifier des actions concrètes. Donc, moi, je vais vous parler de ce choix pédagogique et en introduction à nouveau, je vais vous dire c'est une boussole. Parce qu'en fait, évidemment, là, on va les regarder un par un pour les comprendre, mais l'idée, c'est de les regarder de la façon la plus systémique possible, pas à chaque fois un par un. Ready? Alors, comme j'ai déjà mangé beaucoup de temps avec mon introduction, il y a certains principes sur lesquels je vais passer très peu de temps. Le premier d'entre eux, c'est la singularité.
La singularité, c'est très facile à appréhender. Chaque système vivant apporte une contribution unique au monde. Quand vous avez par exemple des tortues, dans l'océan, on sait que toutes les tortues, elles ont une carapace qui est singulière, unique au monde. La façon dont on applique la singularité dans une entreprise, finalement, c'est assez intuitif. C'est le fait d'exploiter le potentiel de chaque employé, par exemple, d'un point de vue RH. Il y a un exemple que je trouve intéressant dans les entreprises, c'est par exemple, on a travaillé avec l'entreprise Châteauforme. Vous voyez tout ce que c'est Châteauforme, donc ces châteaux qui sont un peu partout disséminés en France et qui accueillent des séminaires d'entreprise. Bah, c'est le même concept absolument partout, mais ce qui est intéressant dans la singularité, c'est de dire, attachons-nous à ce qu'il y a de spécifique à notre territoire à chaque fois. Que la décoration, elle reflète l'histoire du lieu, les traditions, que la restauration soit faite avec des produits systématiquement locaux, que le château se connecte avec tous les acteurs autour pour prendre en compte la problématique de chaque territoire. L'activité économique de Châteauforme, ça peut être une opportunité d'aider à régénérer tout un environnement si les intérêts arrivent à être conciliés. Donc, singularité relativement intuitif. Il y en a un deuxième qui est très intuitif dans les principes, c'est la diversité. Évidemment, on sait que les systèmes vivants forts, ils ont besoin de diversité. Dans une forêt en monoculture, elle est moins résiliente qu'une forêt dans laquelle il y a de la diversité. C'est la même chose avec le microbiote, dont on parle beaucoup en ce moment. J'écoutais un podcast l'autre jour sur un chercheur qui disait que l'immigration récemment dans les pays d'Europe avait fait beaucoup pour ramener de la diversité dans l'alimentation et donc dans les bactéries qui peuplent nos estomacs et que ça nous avait guéri d'un certain nombre de maladies. Donc, bon, vous comprenez l'importance de la diversité et appliquée dans les entreprises, pareil. Je ne vais pas vous faire un dessin. La diversité favorise la résilience et ça, tout le monde le comprend assez facilement. Je vais arriver à des concepts, des principes du vivant qui sont peut-être un tout petit peu moins évidents à comprendre. Le suivant, c'est celui de la sous-optimalité. Alors, peut-être que ça vous parle parce que c'est vrai que c'est un principe qui a été popularisé par un scientifique qui s'appelle Olivier Hamon et il a été beaucoup repris récemment. Qu'est-ce que ça veut dire la sous-optimalité? Ça veut dire que le vivant, il en garde toujours sous la pédale. Il a besoin de rebondir en cas de crise. Et dans la nature, la robustesse, elle est privilégiée par rapport à la surperformance. Si je vous donne un exemple, votre corps, il est à 37 degrés. Si jamais vous avez une attaque de bactéries ou de virus, vous allez faire une poussée de fièvre et vous allez monter à 40 degrés. Pourquoi? Parce que les enzymes qui vous défendent contre ces agressions, elles sont optimales, elles fonctionnent de façon optimale à 40 degrés. Mais quand l'infection ou le virus sera passé, vous allez redescendre à 37 degrés. Vous n'allez pas rester à 40 degrés en permanence parce que sinon vous êtes absolument épuisé et ça n'a aucun intérêt puisque si vous êtes toujours là-haut, le jour où vous avez une agression, vous n'êtes pas capable d'avoir une marge de manœuvre pour réagir. Donc la sous-optimalité, c'est une qualité des systèmes vivants forts, robustes sur le long terme. Et la plupart des entreprises, je crois que je ne vous apprends rien là-dessus, elles essayent en permanence de maximiser la performance, de tout optimiser. Olivier Hamon, il a une image qu'il utilise souvent, qui est celle du porte-container qui s'est mis en travers du canal de Suez il y a 2 ou 3 ans. Tout le commerce international avait été bloqué de façon tragique pendant 2 à 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement optimisé le canal, il avait exactement la taille pour laisser passer 1 ou 2 bateaux, etc., que un système suroptimisé, c'est un système qui est excessivement fragile. Et pour essayer de vous montrer ce que ça peut donner, le fait de réfléchir à la sous-optimalité en entreprise, j'ai pensé à 2 exemples. Il y a un premier exemple qui est celui de Valrhona, donc vous connaissez sûrement le chocolat. Valrhona, ils ont une problématique, c'est qu'ils ont une énorme dépendance vis-à-vis des fèves de cacao qui sont issues du Ghana et de la Côte d'Ivoire dans l'immense majorité des cas. Donc, ils sont très dépendants de 2 pays. Et c'est vraiment difficile parce qu'en ce moment, il y a des sécheresses terribles dans ces 2 pays qui font que les prix des fèves de cacao explosent et que cette dépendance, à court terme et à long terme, elle met en danger tout le business de Valrhona. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se disent, on va travailler avec des exploitants en Haïti et en République dominicaine, en travaillant sur des méthodes d'agroforesterie responsables, durables. Aujourd'hui, tous les projets qu'ils ont dans ces pays et qui sont en train de développer de façon super positive et vraiment responsable, c'est des projets qui ne sont pas rentables parce que la production de fèves n'est pas au rendez-vous, ni d'un point de vue
quantitatif, ni d'un point de vue qualitatif. La qualité des fèves n'est pas au rendez-vous pour l'instant pour rentrer dans la composition de leur chocolat. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben, évidemment, ils essayent de réduire leur vulnérabilité à long terme. Donc, au lieu de penser uniquement en rentabilité immédiate, ils sacrifient un peu de cette performance pour miser sur le long terme et ils accompagnent des cacaoculteurs donc dans ces deux pays, en République dominicaine et en Haïti, pour une agroforesterie qui est responsable. C'est-à-dire que le jour où ils vont réussir à atteindre des niveaux de rendement et des niveaux de qualité suffisants, ils ne seront pas en train de mettre à risque leur environnement. Ils seront déjà dans une logique de régénération, de respect de l'environnement. Donc c'est un peu ça, finalement, c'est accepter la sous-optimalité, de sacrifier une partie de sa performance au profit d'une forme de résilience et de vision à long terme. Et puis, il y a un deuxième exemple que je trouve très intéressant aussi, qui est celui de Norcis. Norcis, c'est un cabinet, une entreprise de services numériques. C'est une entreprise qui est co-dirigée par Thomas Brezard, qui a écrit La Perma-entreprise. Peut-être que ça vous parle. Donc, imaginez, un cabinet, 700 salariés. Lui, dans sa définition de perma-entreprise, il y a vraiment quelque chose de la sous-optimalité. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il dit, ben, la majorité des cabinets comme moi, pour un consultant salarié, facture 230 jours hommes par an. Donc, voilà, 230 jours par an, je facture à mon client. Non, non, non. Et lui, Norcis, il dit, bah, non, moi, je ne vais jamais dépasser les 210 jours. Alors, pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est préserver une zone de jachère temporelle. Il dit, j'impose 20 jours par an qui sont exempts de rendez-vous, de missions. Tous les employés, pendant ce temps-là, ils sont incités à ralentir, à réfléchir, à innover. Et ce temps libre, ce n'est pas la variable d'ajustement qu'on va aller utiliser dès qu'on a un problème. Ce n'est pas une mesure cosmétique. C'est l'objectif, c'est vraiment d'être sous-optimal et d'intégrer ce temps qui est sanctuarisé dans les fondements du modèle économique. On ne touche pas à ça. Et en fait, l'illustration de cette sous-optimalité, elle s'est manifestée de façon très brutale en mars 2020, quand il y a eu le Covid. En gros, la pandémie, ça a forcé tous les cabinets de son espèce, comme d'ailleurs toutes les entreprises, à réinventer très vite dans l'urgence le modus operandi. Tout à coup, il fallait faire tout en distanciel. Et cette nouvelle donne, bah évidemment, elle a impliqué que tous les consultants, ils ont dû bouleverser leur planning, repenser la façon dont ils travaillaient. Et évidemment, pendant un certain temps, bah, ça a coûté beaucoup de temps. Et puis, ça, on ne pouvait pas facturer le client à ce moment-là. Il fallait déjà qu'on se réinvente, nous. Ben, en fait, du côté de chez Norcis, les consultants, ils ont continué quasi sans bouleverser une virgule de leur agenda, nous dit Thomas, parce qu'ils disposaient déjà de ce temps de réflexion qui était inclus structurellement dans leur agenda. Ils étaient déjà aguerris à cet exercice. Donc ici, on a recherché une fois de plus la robustesse et la résilience plus que la performance. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, la sous-optimalité, c'est trouver les conditions pour être prêt à résister en temps de crise. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Oui, Je ne sais pas. merci. Formidable. Euh, si on passe à un autre principe du vivant qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il est aussi évident que passionnant, c'est le principe de croissance limitée. Bah, évidemment, les systèmes vivants, ils ont une croissance limitée. Dans la nature, il y a des arbres, des plantes, des animaux de toute taille, mais il n'y en a pas qui dépassent 120 mètres de haut. Aucune population ne croît indéfiniment. Tôt ou tard, vous avez des facteurs limitants qui apparaissent. Et ça, on est évidemment incapable de l'appliquer dans les entreprises. Donc, elles ont tendance, les entreprises, tout le temps, à supposer que la croissance continue, infinie, en volume, en valeur, c'est essentiel. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai enseigné dans des masters avec des jeunes, donc c'était des masters en entrepreneuriat et entrepreneuriat social. Donc imaginez des jeunes qui ont entre 21 et 24 ans, qui viennent de monter un projet qui a un impact social. Et quand ils présentent leur projet et leur business plan, si on leur pose la question, ce que je faisais, combien tu veux gagner avec ce projet? C'est une question qu'on leur pose jamais. Oui, mais en fait, c'est intéressant de se fixer une limite. Parce que si on se fixe une limite, on peut discuter un peu de ce qu'on a envie de faire de cet argent. Donc, combien tu veux gagner? Je ne sais pas, je vais gagner 6 millions. Ok, super. Mais déjà, le 6 millions, tu mets du temps à l'obtenir.
Et une fois que tu as dit 6 millions, tu dis, mais c'est pourquoi ces 6 millions? C'est pour toi, sur ton compte en banque, ou ça fait partie aussi de l'argent que tu veux, ton entreprise gagne, que tu veux réinvestir sur quelque chose? Ouais, je ne sais pas. Et l'idée, c'est de leur faire le travail, de dire, bah, en fait, tout ce que tu as voulu, ta Maserati dans ton garage, ta villa à Ibiza, tes fringues, ta maison pour tes parents. Ok, imaginons que tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent qui reste? Comment tu réinvestis ça? Est-ce que tu as réfléchi à quelles sont les externalités négatives que tu auras sur le monde? Et peut-être comment est-ce que tu peux utiliser une partie de cet argent pour réinvestir là-dedans? Est-ce que tu as réfléchi à combien d'employés tu souhaiterais faire vivre? Combien de familles, par exemple? Et poser toutes ces questions-là, c'est très simple. Il faut juste pousser un peu dans les retranchements. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est le résultat. C'est que systématiquement, ça vient re-questionner le paradigme de départ. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, peut-être que ça vous semble évident ce que je raconte, mais travailler sur le concept de croissance limitée, même dans une grosse entreprise, sur le lancement d'un nouveau projet, par exemple, eh bien, c'est vraiment passionnant. Je vais vous donner un exemple qui m'a marqué. Je vais vous donner deux exemples qui m'ont marqué. Il y en a un premier, c'est tout bête. C'est un jour, j'étais dans un lieu qui était très touristique. On était le 15 août à peu près. Et je suis allée dans une pizzeria et je discute avec le patron et le patron me dit moi, je ferme demain. Je lui dis ah, tiens, c'est curieux quand même de fermer un 16 août. Enfin, c'est quand même vraiment pas la fin de la saison. Et il me dit non, mais moi, en fait, j'ai un atelier où je travaille le bois à la montagne. Il a tout un tas d'activités par ailleurs. Il me dit chaque année, je calcule exactement ce dont j'ai besoin pour survivre et pour être heureux et puis pour pouvoir mener mes autres activités. Et le jour où j'atteins mon chiffre d'affaires target, bah, je ferme, je m'en vais. Parce qu'en fait, il considérait qu'il avait vraiment mieux à faire d'un point de vue de son bonheur personnel et d'un point de vue de la valeur qu'il crée pour lui et pour les autres. Bah, c'est quand même pas du tout fréquent d'avoir ce genre de comportement. Et je trouve ça assez étonnant qu'au final, ça ne le soit pas plus. Et si on part sur des exemples d'entreprises un peu plus grandes, il y a un exemple que peut-être vous connaissez qui est présent notamment dans l'étude de Christophe Samples de Lumia. Je ne sais pas si vous connaissez l'étude de Lumia sur les entreprises à visée régénérative. Je vous la recommande très très chaudement parce qu'il y a plein d'exemples passionnants sur tous ces principes. C'est un exemple d'une entreprise qui s'appelle l'Amazona. C'est une entreprise qui fait des cosmétiques solides. Elle a été créée en 2010. Donc, elle, son objectif, à Laetitia Van de Waal, qui est la fondatrice, c'était de réduire les déchets dans la maison. Hyper pionnière dans le positionnement sur le solide dans les cosmétiques. Elle se dit, je connais un fort développement. À partir de 2018, ça commence à vraiment bien marcher son affaire. Et elle se dit, moi, je suis en train de grandir très vite. Et je m'étais fixé, alors je ne sais plus quel était le nom, mais elle s'était fixé une limite en disant, moi, j'ai envie de faire vivre bien 100 familles, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise, elle fonctionne, qu'on commence à vendre pas mal et qu'on arrive proche de la limite qu'on s'est fixée? Eh bien, elle se dit, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à la façon, à ce à quoi je sers réellement. Elle, ce qu'elle veut, c'est limiter les déchets. Donc, elle se dit, je vais faire un accord avec des distributeurs qui consiste à dire, lister mon produit. Une fois que mon produit est listé, ça va attirer des concurrents, des gens qui vont faire la même chose que moi. Une fois que vous trouvez quelque chose, un concurrent qui a une offre viable, intéressante, de bonne qualité, vous me délistez. Moi, je sers à défricher les zones dans lesquelles ce genre d'offre n'existe pas encore. C'est hyper intéressant comme approche. Après, c'est vrai que quand on discute parmi les participants des 3 dernières cohortes de Butterfly, on a eu des discussions avec des gens qui sont issus de boîtes qui sont relativement grosses, plusieurs milliers de salariés parfois, mais qui ont des capitaux privés, qui appartiennent par exemple à des familles. Et ce qui est intéressant, c'est ils disent souvent que le rachat de petites entités qui les fait grossir petit à petit a complexifié leur vie à un point qu'ils regrettent vraiment aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'argent supplémentaire qu'ils ont gagné leur a vraiment fait perdre en qualité de vie, en prise de tête, en nuit blanche. Et c'est quelque chose qui est très peu discuté, ça. Alors évidemment, il n'y a pas les mêmes problématiques dans des énormes boîtes qui sont cotées notamment, mais dans les entreprises familiales, c'est quelque chose qui est quand même relativement encore un peu tabou. Si je passe au prochain principe pour essayer d'avancer un peu, en fait, il y a deux principes que je voudrais aborder en même temps. C'est celui d'interdépendance et celui d'équilibre dynamique. Alors, j'avais une vidéo à vous montrer, mais je pense que je vais faire l'impasse sur cette vidéo pour essayer de gagner un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est vrai que je peux m'arrêter une seconde.
Yes, il y a des questions, tu veux Euh, répondre maintenant? Ouais, je vais jeter un œil comme ça. Peut-être je fais plutôt au fur et à mesure. Faut-il revisiter la notion de customer centricity pour pouvoir viser le régénératif? C'est une bonne question. En fait, je pense que ce qui est intéressant quand on vise le régénératif, c'est de pas repartir de l'objectif business, mais repartir vraiment de qu'est-ce que je souhaite faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, j'ai travaillé sur un cas, ça se passe en Basse-Californie, donc au Mexique. Il y a un resort qui s'installe sur un littoral. Et ce littoral, il est extrêmement endommagé. Avant, c'était un énorme bassin de biodiversité. Le tourisme s'est développé parce qu'il y avait une faune aquatique sauvage absolument phénoménale. Et là, le littoral s'est érodé. Il y a eu énormément d'industries qui se sont installées. Tout est pollué et tout a vraiment perdu de sa vitalité. Et l'installation de ce resort, à la base, les financiers viennent en disant, bah, nous, on vient pour mettre du pognon, pour ressortir avec du pognon. L'approche régénérative qui a été faite, notamment pour convaincre les investisseurs de ce projet, ça a été de dire, la construction de ce resort et l'argent qui va dégager, ce n'est qu'un moyen pour un autre objectif qui est restaurer les capacités de la biodiversité de cet estuaire originel. Et en fait, c'est simplement ce shift-là. C'est le fait de se dire, aujourd'hui, je prends de la distance, je suis dans un écosystème donné. Si je trouve une mission, un potentiel, une raison d'être qui est plus large et dont l'objectif est de régénérer les conditions de la vie, alors mon business peut continuer de façon viable à venir servir cet objectif, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi d'embarquer des parties prenantes, de réconcilier les intérêts. Alors, ça peut sembler un peu candide ce que je dis, mais en fait, j'espère qu'à travers les différents exemples que je vais vous donner, vous allez entrevoir comment est-ce que, en toute sincérité, il y a des projets comme ça qui voient le jour. Je ne sais pas si je réponds plus ou moins à la question. Existe-t-il des secteurs d'activité étant plus sensibles et donc déjà actifs sur les sujets que vous évoquez, ou est-ce encore très disparate? Alors, je peux vous dire qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'arrivera jamais au régénératif, hein. C'est sûr qu'une centrale à charbon, il ne faut pas rêver. Il y a des tas de boîtes industrielles qui ont une activité qui est forcément extractive et qui va forcément avoir un poids négatif sur l'environnement, mais qui commencent à réfléchir à des différents business models. Peut-être je vais me garder, je vais vous parler de l'exemple de Pocheco, qui est une entreprise qui fabrique des enveloppes et je trouve qu'il est assez parlante. Si vous voulez bien, je le garde à la fin parce que je pense que c'est plus intéressant d'aborder ce sujet une fois qu'on a vu tous les principes pour aussi voir appliquer la boussole du vivant et voir les principes de façon systémique sur cet exemple. J'espère que ça vous convient. Oui, oui, très bien, merci beaucoup. Super. Donc sur ces deux principes, donc l'interdépendance, c'est le fait que les systèmes vivants, ils dépendent tous des uns des autres. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, on le sait, tout est relié, tout est interconnecté, tout est enchevêtré. C'est un continuum de systèmes vivants qui dépendent les uns des autres. Vous avez le phytoplancton dans l'océan, qui est donc le plus microscopique des êtres vivants. Il dépend de son environnement pour se nourrir. Donc, il puise des oligo-éléments, donc les nitrates, les phosphates, il absorbe le gaz carbonique avec la lumière du soleil, il fabrique sa propre matière. Et ce micro-organisme, il est à la base de toute la chaîne. Le zooplancton le mange, lui-même mangé par les petits poissons, puis les gros poissons, etc. Chaque espèce dépend d'une autre pour survivre. Tout est lié. Et ce sont d'ailleurs les excréments de la baleine qui, une fois qu'ils sont dégradés, nourrissent le phytoplancton et la boucle est bouclée. Et cette interdépendance, elle ne se limite évidemment pas à l'intérieur des océans, parce que grâce à la photosynthèse, c'est le phytoplancton qui produit la moitié de l'oxygène qui est consommé sur Terre. Donc, bref, vous avez compris le concept. Dans le monde des affaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est très difficile parfois pour une entreprise d'accepter qu'elle est totalement interconnectée et interdépendante avec un vaste réseau de parties prenantes. Et c'est toujours la même chose. Quand on va regarder les parties prenantes, il faut avoir une forme de lucidité, une forme de sincérité sur les gens à qui on est interconnecté, dont on est interdépendant. Si vous voulez, je vais le mettre en relation avec l'équilibre dynamique et après, je vous donnerai un cas d'entreprise pour voir comment est-ce que les deux, l'interdépendance et l'équilibre dynamique, fonctionnent. Donc, l'équilibre dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que, c'est pas toujours évident à comprendre, c'est le fait que les systèmes vivants, ils s'adaptent constamment au changement de leur environnement, qu'ils arrivent à maintenir l'équilibre malgré des conditions changeantes. Par exemple, lorsque les arbres manquent d'eau,
ils ont la capacité de réduire leur transpiration en fermant leurs stomates, les petits pores qu'ils ont sur leurs feuilles. Leurs feuilles peuvent se dessécher prématurément aussi, pour pouvoir garder de l'humidité. Je ne sais pas si vous êtes familier avec un exemple qui est fascinant, qui est celui de la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone. En 2 mots, parce que je trouve que ça illustre très bien cette histoire d'équilibre dynamique, le parc de Yellowstone est envahi par comment on appelle ça? Les grands cerfs, là, je ne les ai plus. Bon, des cerfs, on va dire. Je ne sais plus si c'est des orignals ou... Bref, on va dire des cerfs. Envahis par les cerfs. Et ils mangent toute la végétation qui est le long des cours d'eau. Ça veut dire que les cours d'eau commencent à s'étendre, que l'environnement, en fait, perd de sa capacité de régénération, toute la biodiversité commence à disparaître. Et il y a une réintroduction à ce moment-là de 30 loups qui sont venus du Canada dans le parc. Et c'est vraiment une des aventures les plus intéressantes des 50 dernières années en matière de gestion des espaces naturels. On appelle ça une cascade trophique. Donc, c'est la relation prédateur-proie et toutes les influences qui en découlent. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au moment où le loup il arrive, la population de cerfs, qui a donc décimé la végétation, elle diminue à force d'être chassée. Mais pas seulement aussi à force d'être chassés. Le plus important, c'est que le comportement des cerfs change. Comme ils ont peur des loups, ils commencent à éviter certains endroits du parc où ils pouvaient être facilement chassés, donc dans les vallées, dans les canyons. Et ça permet à la végétation de se régénérer de façon absolument spectaculaire, très rapide. Et donc, la végétation, je crois que c'est majoritairement des saules et des trembles, ils recolonisent le parc. Donc, ça veut dire que les oiseaux reviennent, les sédentaires comme les migrateurs. Donc, les oiseaux, hop, ils voient leur effectif exploser, et les castors aussi, parce que les castors, quand il y a des arbres, ils reviennent. Et les castors, ils renaturent les milieux aquatiques. Et donc, ils recréent des retenues d'eau. Ces mêmes retenues d'eau, elles permettent le retour des loutres, des canards, des poissons, aussi des batraciens, des reptiles, bref. C'est un cas super intéressant où on se dit, juste en réintroduisant 30 loups, en moins de 30 ans, le paysage est totalement changé, parce qu'on a rétabli une forme d'équilibre dynamique. Donc, comment est-ce que ça s'applique dans les entreprises? C'est très difficile de l'imaginer sans l'interdépendance. C'est vraiment l'idée de se dire, c'est des entreprises qui ont compris qu'il faut sans cesse s'adapter au changement de l'environnement, mais pas seulement s'adapter, c'est qu'on peut en faire quelque chose de positif. On peut faire d'un revers. En fait, c'est l'adage classique de dire faire d'un problème une opportunité. Je vais vous donner 2 exemples. Donc, le premier exemple, c'est une boîte qui s'appelle Greenkeeper Africa. Celle-là aussi, elle est bien détaillée dans l'étude de Lumia, je vous la conseille. C'est une entreprise qui est créée en 2014 par 2 entrepreneurs béninois. L'objectif, c'est s'attaquer à un fléau qui est celui de la jacinthe d'eau. C'est une plante super envahissante qui se met à pousser dans les lacs béninois. Et non seulement elle menace les écosystèmes, mais surtout, elle menace le mode de vie des riverains du lac parce que ça repose sur la pêche et que la prolifération de la plante, elle empêche la navigation, elle empêche la pêche, elle asphyxie les poissons. Donc, tout le secteur de la pêche est touché. Et si je reviens à ma force activatrice et ma force restrictive, vous avez la force activatrice qui est la volonté de ces 2 entrepreneurs de se dire comment est-ce que je vais développer, enfin, ou au moins maintenir une activité économique qui fait survivre la population locale. Et ma force contraignante, c'est j'ai une jacinthe d'eau, personne n'a le temps, personne n'a l'argent, personne n'a l'envie de s'en débarrasser. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, ces 2 entrepreneurs? Ils se lancent un défi. Ils se disent, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions innovantes en valorisant ce fléau? L'idée, c'est toujours de se dire, comment est-ce que je fais en sorte de trouver la valeur de cette force contraignante? Et donc, eux, ils font des études scientifiques assez poussées et ils découvrent que la plante, elle dispose d'une super forte capacité d'absorption, jusqu'à 12 fois son poids. Et donc, ils ont l'idée de transformer la plante en une fibre absorbante qu'ils utilisent pour colmater et contrôler les fuites de produits polluants dans les tuyaux. Donc, ils commencent à récolter cette plante et au lieu de simplement se dire on va l'éradiquer, on va rendre rentable les filières de transformation de la plante. On va offrir des nouveaux débouchés aux populations locales. Et là, du coup, c'est assez fantastique parce que dans ce cas de figure, on fait vraiment d'une pierre 3 coups. Il y a l'activité économique, donc il crée une relation super vertueuse avec les habitants des cités lacustres pour récolter la jacinthe.
Il y a une dimension sociale, parce que ça a explosé en termes de travail d'une dizaine de collecteurs en 2014, ils montent à plus de 1000 en 2019. Et d'ailleurs, il y a 85% de femmes dans les récolteurs, ça aussi, ça développe leur autonomie financière. Et puis, troisième bénéfice, c'est qu'il y a une restauration de l'écosystème. L'essor de la plante dans le milieu, tout à coup, il est contrôlé, et ça permet le maintien des activités de pêche. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est aussi que le produit, il a un usage restauratif des milieux parce qu'il agit au service de la dépollution. Donc, c'est un cas qui montre bien que vous avez un environnement qui change, on s'adapte, on voit la valeur de la force contraignante, et en plus de ça, on maintient un équilibre dynamique qui peut permettre en même temps à la plante de vivre, aux poissons de rester vivants, etc. Et puis évidemment, à la population locale humaine de prospérer. Et le deuxième exemple que je voulais donner, que je trouve aussi très intéressant, c'est l'exemple d'une entreprise de prévision météo. Donc, le problème stratégique, c'est une boîte qui vend des data météo. Et hyper difficile de les vendre parce qu'en fait, les entreprises ne voient pas trop la fiabilité, l'intérêt d'acheter ça. C'est un business model super classique de vente, prospection super dure. Bref, ça ne se passe pas bien. Et Lumia se met à travailler avec eux. Et Lumia repart de la raison d'être de cette entreprise en disant, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'essaye de faire? Quel est le problème que j'essaye de résoudre, mais quel est le potentiel que j'essaie de développer, au-delà de gagner de l'argent? Eux, leur potentiel, c'était de dire, grâce à notre solution intégrée, on va aider les magasins, notamment les supermarchés, à une bonne gestion des ressources pour tout ce qui est activité météo sensible. Donc, imaginez chocolat, viande pour les barbecues, glace, raclette, tout ce qui dépend vachement de la météo. Et bien, tout à coup, moi, je vais faire en sorte que vous arrêtiez de gâcher ces produits. Donc, évidemment, pour vous, monsieur le supermarché, il y a un vrai intérêt économique, mais pour tout le reste, pour l'environnement, c'est intéressant. Donc, au lieu de vendre des datas météo de cette façon-là, on repense tout simplement une autre chose qui est sur quelle base est-ce qu'on va être payé? Au lieu de te payer à chaque fois que je te donne tous les mois des datas, je vais, avec toi, monsieur supermarché, décider de quels sont les KPI de succès. Et les KPI de succès, c'est la limitation du gâchis. Et l'entreprise, elle se rémunère sur sa limitation du gâchis. Vous imaginez ce simple changement de business model qui ne change pas le travail au quotidien, à quel point est-ce qu'il peut être vertueux? C'est-à-dire que tout à coup, le magasin, il indexe son logiciel de commande de produits sur les datas météo qui sont fournies, qui sont des datas. En plus, c'est intéressant parce qu'elles sont fournies sur un territoire très petit et à 3 ou 4 jours, en essayant de se dire, bah, là, on a vraiment une prédiction idéale. Sur des zones assez faibles, on a des prédictions quand même très précises. Et bah, tout le monde y gagne. Et c'est une question de redéfinition de KPI, rien d'autre. Quelle heure est-il? 47. Je vais essayer de terminer par deux petites choses importantes. Alors, je vais passer ça. Je vais passer tout ça. Il y a une chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est le principe de décentralisation. Le fait qu'un système vivant, il fonctionne de façon décentralisée, qu'il n'y a aucune entité qui contrôle tout. Il n'y a pas, dans une forêt, il n'y a pas un arbre qui est le chef. Dans les entreprises, c'est intéressant parce que, alors moi j'aurais voulu vous parler du cas de mon entreprise, d'AXA Climate, très brièvement, parce qu'on a mis en place tout un tas de processus, alors là je vous parle plutôt RH, qui sont sur l'idée de donner le maximum d'autonomie aux employés à chaque fois que c'est possible. Et ça, c'est très intéressant. C'est une question que vous pouvez simplement mettre en avant auprès de vos entreprises, qui est qu'est-ce qui se passe si vous laissez juste un petit peu plus d'autonomie? Se poser la question, c'est toujours cette histoire de sortir du pilote automatique et de conscientiser cette question. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme procédure pour faciliter l'auto-organisation des employés? Et parce qu'en plus, donner plus de sens et plus d'autonomie, franchement, c'est une économie d'énergie. Quand les employés ils fonctionnent comme une armée, il faut sans cesse leur donner des instructions, leur dire comment fonctionner. À partir du moment où vous arrivez à faire en sorte que les gens se comportent comme du mycélium, chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun le fait en fonction de sa singularité propre, trouve lui-même sa source de motivation, son carburant, son énergie pour le faire. Donc, je vous donne quelques exemples. Chez AXA Climate, par exemple, on a créé des squads qui sont des groupes d'une quinzaine d'employés qui vont travailler sur
des questions qui engagent la gouvernance de l'entreprise, qui sont des questions importantes et pour lesquelles on a envie de faire fonctionner l'intelligence collective. On ne veut pas que ce soit les RH ou le CEO qui prennent ces décisions-là. Par exemple, il va y avoir un squad qui va décider de toute la travel policy de l'entreprise. C'est des questions qui sont déléguées à l'autonomie. Il y a un squad qui va décider de comment est-ce qu'on va répartir le bonus collectif en travaillant sur quelle serait notre notion de l'éthique redistributive. On prend vraiment au sérieux les gens et on leur donne une autonomie réelle. Et surtout, je pense qu'il y a une notion de dire la vie, elle est complexe, on va accepter cette complexité et on va l'embrasser. Et on va se retrousser les manches et on va tous se responsabiliser pour essayer d'arriver à des questions qui nous ressemblent collectivement. Par exemple, on a toutes les semaines un moment qui s'appelle le Together, qui dure 1 heure tous les jeudis. Et pendant 1 heure, n'importe qui de l'entreprise peut partager avec tout le monde en plénière des sujets qui lui semblent pertinents à partager. Il n'y a pas d'ordre du jour. C'est-à-dire que l'ordre du jour, c'est une feuille notion sur laquelle chacun peut aller mettre j'ai besoin de 3 minutes pour parler de tel sujet. Personne ne centralise. Et ça fonctionne très bien. Et puis, la notion de pas de déchets, j'y passe assez rapidement parce que c'est un principe qui est absolument évident. La recyclabilité, c'est évident. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est intéressant, je trouve, dans l'application aux entreprises. C'est que donc dans la nature, il n'y a pas de déchets que les êtres vivants ne sachent traiter et incorporer et dégrader. Nous, évidemment, on arrive à créer des substances qui sont non dégradables et effectivement, ça devient problématique. Quand on organise les entreprises en symbiose industrielle, on peut arriver à créer des cercles vertueux. Le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Il y a des tas et des tas d'exemples, évidemment. Là, par exemple, on a travaillé avec une entreprise qui récupère via des tuyaux de macération les bousses de vache pour produire de l'énergie avec le méthane. Évidemment, cette entreprise, elle fabrique ses tuyaux, elle a un fonctionnement qui va lui faire déployer beaucoup d'énergie. Elle va vendre ses tuyaux, par exemple. Là, on a eu le cas, une ferme agricole, ils ont une vingtaine de vaches, ils achètent cette solution, eux tout seuls, rien que par le méthane qui s'échappe de leurs vaches, ils ont une empreinte sur les gaz à effet de serre cataclysmique. À côté de chez eux, il y a une petite usine. Et cette usine, évidemment, elle fonctionne aux hydrocarbures, empreinte carbone cataclysmique. Eh bien, le simple fait d'avoir utilisé cette entreprise Systema Bio, ça s'appelle, pour utiliser le méthane des vaches pour aller alimenter l'usine voisine, ça montre à quel point, de façon systémique, on peut arriver à avoir peu ou pas d'externalités négatives sur l'environnement. Tout seul, on n'y arrive pas. En écosystème collaboratif, ça commence à prendre son sens. Moi, j'ai habité pendant longtemps au Maroc. Il y avait des tas de business comme ça par exemple, j'ai rencontré une nana qui récupérait dans les poissonneries la peau des poissons pour fabriquer des sandales en cuir de poisson. J'étais aussi dans un incubateur avec une boîte qui récupérait le marc de café dans les cafés pour produire des bougies anti-moustiques avec. Et ce sur quoi je souhaitais attirer votre attention, que je trouve difficile, c'est que dans la nature, les espèces animales végétales qui utilisent les déchets des uns des autres, qui sont donc en interdépendance, ils évoluent dans les mêmes milieux, pendant les mêmes saisons. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour se connaître, ils sont ensemble. Nous, on a cette difficulté en tant qu'entreprise qui est comprendre comment une autre entité peut bénéficier de nos déchets et comment on peut bénéficier des déchets d'une autre entreprise. Et là, il y a un vrai effort de recherche et de compréhension des modus operandi de l'autre entreprise. Le dernier des derniers, je vais passer rapidement dessus, même s'il est fondamental, c'est le principe de création continue. C'est juste de dire que la création continue, le fait d'être toujours dans la création, c'est presque une définition du vivant, de ce que une entreprise n'est pas capable de faire. Donc, ça veut dire que pour être dans le principe de création continue, une entreprise, elle a besoin de se reconnecter au vivant. J'ai encore plein d'exemples à vous donner, mais en fait, je vais quand même m'arrêter là pour essayer de laisser plus de place à vos questions. Est-ce que vous voulez... Alors, déjà, je vais vous répondre sur la question, je vais vous raconter le cas Pocheco très rapidement pour revenir sur cette histoire de transformation du business model qui va un peu au-delà de l'activité extractive. Ça vous va? Ou est-ce que vous voulez passer aux questions? Peut-être, Alexis, je te laisse guider cette fin de...
Écoute, il n'y avait pas de questions supplémentaires dans le chat, donc je propose que tu parles du cas Pocheco et pendant ce temps, vous pouvez poser vos questions si vous en avez d'autres. Très bien. Donc, Pocheco, c'est une entreprise qui est située dans le Nord et qui fabrique des enveloppes. Il y a une dizaine d'années, ils étaient en grande difficulté économique. Et Pocheco a réussi petit à petit à transformer son modèle éco pour devenir beaucoup plus rentable et pour essayer de limiter à fond toutes les externalités négatives. Et c'est assez spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire. Déjà, il y a un truc simple, ils font du papier. À chaque fois qu'ils coupent un arbre, ils en replantent 10 dans la forêt scandinave dans laquelle ils s'alimentent. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que là, il y a eu une relation avec la partie prenante fournisseur qui est qu'ils sont allés là-bas et ils ont passé du temps avec cette partie prenante, qui est la fournisseur, pour comprendre quel type d'essence il faut replanter, à quel moment, combien de temps il faut attendre avant de pouvoir recouper un arbre. Ils se sont vraiment posés sur la question de façon à ne pas faire ça comme de la compensation absurde et mécanique. Il y a vraiment eu une compréhension de ce que je suis en train de faire, ça régénère réellement ce que je suis en train de couper. Et puis, il y a eu une autre idée intéressante qui a été que le DG de cette entreprise, à un moment, il s'appelle Emmanuel Druon, et il s'est dit, moi, j'aimerais pouvoir proposer des encres qui sont sans solvant, donc qui n'ont pas de toxines. Évidemment, il utilise beaucoup d'encre pour imprimer sur ses enveloppes. Très difficile d'avoir de l'encre sans solvant. Il a travaillé avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs fournisseurs pour arriver à mettre au point cette technique. C'était un vrai investissement d'un point de vue financier. C'était plusieurs millions parce qu'en plus, ça a pris du temps. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, plutôt que de dire je vais passer à un autre fournisseur, tu ne sais pas faire, il a commencé par travailler avec un fournisseur en lui disant attends, on va travailler ensemble. Et je crois pas dire de bêtises en disant qu'il a même pris un petit pourcentage chez un de ses fournisseurs avec qui il a travaillé dans l'idée de se dire si on arrive à développer ensemble quelque chose que tu peux vendre ensuite à d'autres, bah comme ça en plus je peux en bénéficier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé une fois qu'il est arrivé à ses fins et qu'il a eu cette encre sans toxine. C'est que tout à coup, il se rend compte que, ses employés n'ont plus besoin de porter ni gants ni masques. Donc, c'est une réduction de coûts. C'est évidemment un confort au travail largement accru. Et puis, c'est une réduction de déchets, bien évidemment. Et puis ensuite, pour laver ses machines, bah, il n'a plus besoin des détergents toxiques, puisqu'en fait, cette encre, elle est sans toxine. Donc, on va se mettre à laver au savon de Marseille. On va récupérer les eaux de pluie sur le toit, qui vont en même temps servir à alimenter les toilettes. Et puis, en fait, comme ce qu'on utilise, le savon de Marseille et l'eau, c'est beaucoup plus facile à filtrer, bah, on va tout simplement se passer de la centrale d'épuration pour la remplacer par une phytocentrale, une bambouseraie qui sert de filtre naturel, etc., etc. Je vous en passe, mais ce qui est intéressant, c'est que de fil en aiguille, sur une première idée qui est je vais essayer de faire les choses mieux et de ne pas mettre des toxines dans la nature, il se retrouve à avoir des tas d'effets bénéfiques. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire bah, qu'est-ce que ça implique ça comme effet positif? Quels sont les principes du vivant qui ont été pensés en amont? Donc, c'est par exemple replanter 10 arbres pour chaque arbre coupé, c'est le principe d'équilibre dynamique. Le fait de travailler comme ça avec un fournisseur, c'est accepter une interdépendance aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, le fait est que donc, Pocheco, petit à petit, a fait les choses mieux d'un point de vue purement industriel, et beaucoup mieux. Mais il y a eu aussi le fait qu'ils ont tellement bien repensé leur usine que beaucoup d'industriels se sont inspirés d'eux et qu'ils ont ouvert un cabinet de conseil sur le sujet. Et ça, c'était aussi une façon de diversifier leur économie pour être moins dépendant d'une logique extractive. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour me poser des questions de vive voix? Ouais, n'hésitez pas, il reste peu de temps. Sinon, tu avais une question de Patrick en deux morceaux. À défaut d'être une activité directement liée au vivant, par exemple la finance, doit-on se tourner vers les activités de ses clients? Alors, attends, je suis pas, il faudrait que je la lise parce que je ne suis pas sûre d'avoir enregistré bien tout ce que tu as dit. Je te laisse la lire alors. Tu peux me la redire parce que je la trouve pas. À défaut d'être une activité directement liée au vivant, par exemple la finance, doit-on se tourner vers les activités de ses clients? Alors, je pense que pour avoir vraiment une velléité de se pousser vers l'approche régénérative, à un moment, il faut se reconnecter au vivant. Donc, effectivement, si on est dans la finance,
Ça va être, donc, il y aura une approche sociale, une approche de gouvernance qui peut se tendre vers le régénératif. Il y a aussi la possibilité donc d'observer vraiment quelles sont les externalités négatives qu'on a en tant qu'entreprise, notre scope 1, notre scope 2, notre scope 3. Mais effectivement, je pense que pour les entreprises de service, le plus gros bénéfice qu'on a à aller chercher, c'est la façon de penser à comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner nos clients qui sont en lien avec le vivant de façon beaucoup plus étroite. Une peut-être dernière question, sauf s'il y en a qui sont vraiment très, très brûlantes. Puisque tu viens d'afficher la boussole, Ouais, Elle Crassour, désolé, Elle, je ne connais pas ton prénom, Laurent, Lilian, je ne sais pas. Peut-on avoir une illustration concrète de l'utilisation oui, de la bien boussole? sûr, avec plaisir. Une illustration concrète. Je vais te prendre un cas. OK. Je vais te prendre un cas qui est, par exemple, imagine que tu es une entreprise de machines à laver. D'accord? Aujourd'hui, tu fabriques des lave-linges et tu les vends. Comme dans beaucoup de marchés saturés, du coup, l'obsolescence programmée, c'est la règle. Donc, pour augmenter tes volumes vendus, tu n'as pas d'autre solution que d'accélérer la fréquence d'achat des produits et évidemment de limiter leur durée de vie. Donc, tu me suis jusque-là. Le problème, c'est qu'effectivement, ça, c'est pas du tout régénératif. Tu es dans une logique volumique. Imagine maintenant que tu te dises, comment est-ce que je peux transformer mon business model? Comment est-ce que je peux passer de cette logique volumique de vente à une logique, par exemple, qui soit locative et qui soit centrée sur l'usage? Donc, tu installes dans les parties communes d'un immeuble 10 machines de très bonne qualité en libre service, partagées par les 30 foyers de l'immeuble. Et chaque famille, elle paye au cycle de lavage. D'accord? Donc, là, maintenant, imagine l'impact que tu vas avoir sur tes différentes parties prenantes et sur leur intérêt. D'accord? Tu vas avoir, pour le fabricant, donc le fabricant, c'est toi, tu restes propriétaire de la machine, et ça change tout, parce que tu as intérêt à mettre juste le nombre idéal de machines à disposition, parce que si tu en mets plus, c'est mauvais pour tes finances. Tu as intérêt à ce que les machines durent le plus longtemps possible, qu'elles se cassent le moins possible, qu'elles se réparent le plus facilement possible, qu'elles se recyclent à la fin de leur vie. Pour l'utilisateur qui va utiliser ta machine, ben, il a intérêt à plus jamais lancer de machines qui sont à moitié vides. Lui, il va économiser de l'eau, il va limiter sa consommation de détergent, il n'a plus à se préoccuper des problèmes techniques de sa machine, il gagne de l'espace, etc. Et la planète, évidemment, il gagne consommation d'eau et de détergent réduite, etc. Là, si tu prends ta boussole et tu te dis, qu'est-ce qui a pu guider, bon, je le prends un peu à l'envers, mais qu'est-ce qui a pu guider ce changement de vente au serviciel? Il y a plusieurs principes qui vont s'appliquer. Tu vas dire, pas de déchets, donc les vieilles machines qui sont jetées prématurément, l'eau qui est utilisée en abondance, le détergent qui vient polluer les nappes phréatiques. Tu as la notion de pas de déchets. Tu vas avoir cette notion de croissance finie. Je ne suis pas en train d'essayer de vendre au max. Tu ne vas pas être dépendant systématiquement du volumique. Tu répares, tu fais durer. C'est ça qui devient ton intérêt en tant qu'entreprise. Si tu prends à nouveau sur cette boussole la singularité, tu vas t'adapter aux spécificités de ton immeuble, de ton client, d'un foyer, d'un groupe d'individus, d'une communauté. Et donc, l'idée, c'est que là, je te l'ai pris un peu à l'envers pour que ce soit plus clair, mais c'est de se dire, j'ai mon modèle de vente, par exemple, j'ai mon modèle actuel, je le passe au crible de tous ces critères-là, de tous ces principes du vivant, et je me dis, sur la base de tous ces exemples dans la formation, on envoie énormément des exemples, donc ça permet d'ancrer ces notions-là, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer dans le bon sens? Donc, en gros, les deux outils qu'on utilise en permanence, c'est cette boussole du vivant sur un cas donné, et c'est cette paire de lunettes qui dit, attends, peut-être que j'ai mal regardé mes parties prenantes, peut-être que je ne regarde pas de façon assez systémique. Qui sont tous les gens sur qui j'ai un impact et qui peuvent gagner à ce que je change ma façon de procéder? Est-ce que ça répond à la question? Merci. Après, moi j'imagine, est-ce qu'il y avait une représentation visuelle de ça? Est-ce que comme je vois la boussole un peu comme les stades de joueurs de foot sur les jeux de foot par exemple, est-ce qu'on a Ouais. le avant après ou un truc comme ça? Alors, en fait, dans la formation, ce que tu vois, c'est qu'il y a 6 ou 7 cas pratiques où d'abord, on te présente le cas, on te raconte une histoire, c'est un petit reportage de 15 minutes sur la boîte. Et ensuite, il va y avoir un décryptage et cette boussole va être utilisée en disant, d'après vous, en fait, on va vous poser la question de, d'après vous, quels sont les principes qui ont été le plus mis en avant et ceux qui ont peut-être été un peu sous-estimés. Et à partir de là, on retravaille sur une vidéo de 15 minutes qui est un décryptage en utilisant cet outil-là.
Ok, merci. Et donc, ce qu'on a essayé de faire au maximum, c'est d'utiliser des principes, des secteurs d'activité et des types de business models très variés. On va parler d'entreprises qui vendent des t-shirts, de centres d'appel, on va parler d'une entreprise agricole, on va avoir des boîtes cotées, des boîtes beaucoup plus petites. L'idée, c'est qu'on essaye de balayer des exemples qui peuvent vous inspirer un peu, quelle que soit votre entreprise. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si c'est le cas, je vous propose Ouais, d'ouvrir peut-être. directement votre micro. Bonjour. Une petite question. Bonjour Céline. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Ça semble hyper évident. Enfin, c'est-à-dire que ça fait sens tout ce que tu as dit. Et je me demandais quels sont un peu les prérequis pour aller apporter ce sujet de la régénération dans nos boîtes sans que la porte se ferme tout de suite, quoi. Ouais. Est-ce que c'est le mindset? Est-ce que c'est aussi le côté, tu as mentionné que certaines boîtes étaient en difficulté économique, donc là, peut-être plus à même de repenser tout ça. Est-ce que tu as des réponses là-dessus? Alors, j'ai plusieurs réponses. Déjà, je pense que il faut bien connaître les gens à qui on a envie de s'adresser. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a des boîtes, elles vont aller s'adresser en priorité à leurs actionnaires. Et effectivement, le fait d'amener ces sujets en rentrant par la preuve de la vulnérabilité dans le futur de ton entreprise, en faisant par exemple une cartographie des risques et des dépendances, ça peut être une bonne idée. C'est une porte d'entrée un peu pragmatique. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites cette formation, ça vous donne des exemples concrets déjà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui sert vraiment à convaincre. Mais surtout, ça vous donne une forme de gymnastique du discernement qui va vous permettre d'aller voir un potentiel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de plus être en train de toujours essayer de résoudre des problèmes, mais de voir le potentiel plus grand, de s'associer avec d'autres parties prenantes, de repenser à sa connexion au vivant. Et parfois, alors c'est pas évident parce que c'est un vocabulaire, c'est un lexique, c'est des réflexes à acquérir qui sont pas simples à transmettre, et on en est conscient. Mais au bout d'un certain temps, une fois que tu as vu beaucoup de cas, que tu as participé à des lives, que tu as échangé avec des gens dans la communauté qui ont les mêmes problématiques que toi, euh, tu trouves des façons d'aborder ta direction, tes actionnaires. Et ça, enfin, c'est le sujet sur lequel nous, on débute, mais on essaye de travailler. C'est la création de cette communauté autour de ces sujets pour trouver justement des patterns récurrents qui fonctionnent et sur lesquels tout le monde peut s'appuyer pour essayer d'avancer. Génial, merci. Y a-t-il à nouveau une question? Ou bien est-ce qu'on peut clore ce webinaire? Alors, tu as des merci, Céline, dans le chat, Je prends toujours. des cœurs. Ok. Bon, bah, je pense qu'il reste plus qu'à te remercier chaleureusement. Vous l'aurez compris, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous avez l'opportunité de participer au cohorte Butterfly. Enfin, je ne sais pas si tu veux faire un petit teaser plus approfondi. Juste pour vous dire que la prochaine démarre le 19 septembre. Donc, et puis, vous allez sur butterfly-regen.com et là, vous avez tous les détails si besoin. Voilà. Et puis, ça vous aidera peut-être à être armé, effectivement, à parler aux personnes dans les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Et puis, bah, à très Et bientôt. puis, Alexis, n'hésite pas, si jamais il y a d'autres questions plus tard, à Ouais, transmettre mes coordonnées, mon téléphone et mon mail, je serais ravie d'y répondre. ça marche. Bah, écoute, avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, à bientôt pour un événement Les Collectifs ou au prochain webinaire. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée tout le Au monde. revoir. Merci, au revoir.